on commence ce tour d'horizon avec de bonnes nouvelles en provenance de Chine. Ce matin, nous avons appris en effet que la production industrielle et les ventes au détail ont dépassé les attentes du consensus, et ce, malgré une économie industrielle toujours sous pression et un environnement international complexe. Dans le détail, la production industrielle chinoise a donc augmenté de 4,6% en octobre en glissement annuel, une accélération par rapport au rythme de 4,5% observé en septembre. Quant aux ventes de détail, elles ont augmenté de 7,6% en octobre contre 5,5% en septembre, une accélération due notamment à une amélioration de la croissance des ventes automobiles. Mais contrairement au porte-parole du Bureau d'État des statistiques qui estime que son pays possède désormais une base solide pour la reprise industrielle et la croissance, les analystes, eux, émettent plus de doutes car la situation économique reste fragile. La faiblesse de la demande extérieure pourrait entraver la production industrielle malgré son renforcement le mois dernier. La consommation intérieure n'a pas non plus beaucoup progressé pendant les 8 jours de vacances de la Golden Week début octobre. Toujours est-il que les observateurs soulignent que les autorités chinoises n'ont toujours pas injecté suffisamment de liquidités dans leur économie pour relancer une machine grippée depuis la sortie du Covid. Or ce matin, nous avons appris que la Bank of China a offert 1450 milliards de yuan, soit 200 milliards de dollars de liquidités via son mécanisme de prêt à moyen terme, le MLF. C'est l'injection nette la plus importante depuis 2016. Enfin, toujours au sujet de la Chine, je vous rappelle qu'est programmée aujourd'hui une rencontre au sommet entre Joe Biden et Xi Jinping. Au menu de cette rencontre, la situation de Taïwan alors que se profile l'élection présidentielle sur l'île en janvier, les relations militaires entre les deux superpuissances, la guerre technologique et enfin les deux conflits majeurs en Ukraine et au Proche-Orient. L'Agence internationale de l'énergie a relevé hier ses prévisions de croissance de la demande de pétrole pour les exercices 2023 et 2024, et ce malgré une décélération anticipée de la croissance économique dans presque toutes les grandes économies de la planète. La demande de pétrole cette année aura été soutenue par la tenue de la production américaine et la demande record venant de Chine en septembre, tandis que les prévisions pour 2024 sont portées par les anticipations de réduction des taux d'intérêt et la récente chute des prix du brut. Pour 2023, l'agence a revu à la hausse ses prévisions de croissance à 2,4 millions de barils par jour contre 2,3 prévus précédemment. Pour 2024, elle a relevé également ses prévisions de croissance à 930 000 barils par jour contre 880 000 précédemment. Et alors que la baisse de production mise en place par l'Arabie Saoudite et la Russie contribueront à réduire l'offre, le ralentissement de la demande pourrait pousser le marché à devenir excédentaire début 2024, toujours selon l'AIE. Et si les taux directeurs avaient atteint avec certitude leur acmé? En tout cas, le ralentissement de l'inflation s'est poursuivi en octobre aux États-Unis. L'indice des prix à la consommation analysé dans son ensemble est resté stable le mois dernier à 0%, mais il a augmenté de 3,2% en glissement annuel, un rythme plus lent qu'en septembre en raison de la baisse des prix de l'essence, a annoncé hier le ministère du Travail américain. L'inflation sous-jacente, qui exclut les produits alimentaires et énergétiques, a augmenté de 0,2% en octobre par rapport au mois précédent et de 4% par rapport à l'année précédente, soit la plus faible variation annuelle depuis septembre 2021. Ce ralentissement s'explique par la baisse des prix des voitures et des billets d'avion et par une croissance plus modérée des coûts du logement. Cela sera-t-il pour autant suffisant pour inciter la Fed à enfin effectuer son pivot? En tout cas, les marchés financiers en sont convaincus. Pour preuve, les rendements des bons du Trésor américain à 2 ans, plus sensibles aux décisions de politique monétaire, ont chuté de plus de 20 points de base à la suite de cette publication. Désormais, selon l'indicateur FedWatch, les marchés anticipent avec une probabilité de 60% que la Réserve fédérale américaine baissera ses taux d'intérêt d'ici mai 2024, alors que cette probabilité n'était que de 34% la veille. Enfin en France, nous avons appris ce matin que le taux de chômage est reparti à la hausse au T3 à 7,4% au sens du Bureau international du travail. Ce sont particulièrement les jeunes de 15 à 24 ans et les femmes qui sont marqués par cette hausse. Pour les experts, cette augmentation de 0,2% par rapport au T2 s'explique par le ralentissement de l'économie mondiale et les tensions géopolitiques. De quoi mettre à mal l'objectif d'Emmanuel Macron d'un taux de chômage de 5%? Eh bien pas vraiment selon le gouvernement, même si de nouvelles mesures de soutien à l'emploi pourraient être adoptées si la conjoncture actuelle se dégradait. Toujours en France et selon les données définitives publiées par l'INSEE ce matin à 8h45, l'indice des prix à la consommation harmonisé en France est ressorti à plus 0,2% en octobre et à 4,5% en données annualisées. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les marchés boursiers ont terminé dans le vert, une tendance positive qui s'explique par les données sur l'évolution de l'indice des
des prix à la consommation aux États-Unis qui renforce l'idée que l'actuel cycle de resserrement monétaire des banques centrales est désormais terminé. À Paris, le CAC 40 a pris 1,39% à 7185 points, le DAX a gagné 1,76% à 7185 points, le FTSE n'a lui gagné que 0,2% à 7440 points, sa progression ayant été freinée par le renforcement de la livre qui s'est changé hier à un plus haut de 2 mois. À la bourse de New York, les indices actions clôturés en hausse, soutenus par l'espoir de voir la Fed effectuer son pivot en 2024. Le Dow Jones a pris 1,43% à 34 827 points, le S&P 500 a gagné 1,91% à 4 495 points, enfin le Nasdaq Composite s'est étoffé de 2,37% à 14 094 points. En Asie ce matin et dans le sillage de Wall Street, la bourse de Tokyo a fini en hausse, gagnant 2,52% à 33 519 points. En France, dans le détail, alors que le SBF 120 a gagné 1,51%, il a bien été aidé par le titre de Valeo qui a fini en tête de l'indice à la faveur d'un gain de 11,1% à 13,66 €. A l'inverse, Orpea a logiquement été le titre le plus vendu hier, suite au lancement d'une première augmentation de capital d'un montant d'environ 3,9 milliards d'euros. L'action du groupe de maisons de retraite a donc logiquement plongé de près de 50% à 48 centimes d'euros. Sur le marché des rendements d'État, les données mensuelles sur l'évolution de l'inflation aux États-Unis ont dépressurisé les taux souverains. En zone euro, le Bund à 10 ans a clôturé en baisse de 12 points de base à 2,6%, alors que celui à 2 ans a reculé de plus de 9 points de base à 3,074%. À l'heure de la clôture en Europe, les rendements US à 10 et 2 ans ont fini en repli de 20 points de base à respectivement 4,4551 et 4,8402%. Sur le Forex, alors qu'une nouvelle hausse de taux de la Fed se fait de plus en plus improbable, le dollar index a reculé. Quant à l'euro, il s'est donc apprécié de 1,5% à 1,0857 $. Les prix du pétrole on ont fait du surplace hier, ils n'ont pas beaucoup bougé après une première réaction à la hausse à la suite du ralentissement de l'inflation américaine qui a plombé le dollar comme on vient de le voir. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison janvier a cédé 0,06% à 82,47 $. Son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison décembre, est lui resté à 78,26 $. Enfin, sur le marché des cryptos, alors que l'effet lancement ETF s'est estompé, les principales monnaies virtuelles ont signé de nouvelles séances de baisse hier. Le Bitcoin s'est changé sous la barre des 36 000 $ à 35 585 $, alors que l'Ethereum reculait lui de 3,5% sous les 2000 $ à 1986 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 15 novembre et juste après, comme convenu et comme promis, nous retrouverons David Purcage qui nous présentera son chronocac revisité. À tout de suite sur Téléfinance.